Bonsoir à tous. Ce projet concernait l'étude de l'utilisation des matériaux comme vecteur d'énergie décarbonée recyclable. Alors il y a beaucoup de mots-clés ici. On a vecteur d'énergie. Ce n'est pas un carburant, mais c'est un vecteur d'énergie dans lequel on va pouvoir stocker l'énergie pour la réutiliser par la suite. Décarboné, donc ça veut dire que l'intégralité du cycle doit théoriquement se faire sans émission de dioxyde de carbone. Et puis recyclable, je vais vous l'illustrer dans un instant. Ce travail se fait au sein du laboratoire ICAR d'Orléans et donc en partenariat avec mon collègue Christian Chauhan. Alors, pour resituer un peu les choses, il paraissait intéressant de regarder finalement quelles étaient les émissions de gaz à effet de serre et quelles sont les cibles qu'on essaye d'atteindre. J'avais pris 3 exemples. La France, ici en bleu, le Royaume-Uni, donc ces deux courbes sont à voir avec cette échelle de droite ici, et puis également l'Europe avec cette échelle de gauche. Alors, ce qui était intéressant, donc déjà, c'était le point de départ qui a été considéré en 1990. Une première cible, à 2030, on voit par exemple un abaissement de 55% des émissions de gaz à effet de serre pour la France. Et puis également la cible 2050 avec zéro émission de gaz à effet de serre. Alors derrière, on va se poser finalement la question de voir par rapport à ce qui est produit, quels sont les efforts qui sont à faire pour y parvenir à ces résultats. Je vous ai mis ici en Europe la consommation totale que l'on a pour l'énergie, qui inclut le nucléaire, les renouvelables, le charbon ici, le pétrole, le gaz naturel. Et donc j'ai colorié en rouge finalement tous ceux qui vont émettre des gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que globalement, il va falloir remplacer tout ça, si on veut finalement atteindre l'objectif de 2050. Il faut identifier finalement pourquoi est-ce qu'on utilise ces énergies émettrices de gaz à effet de serre et quels sont finalement les moyens auxquels on peut recourir pour les diminuer. En particulier, on a la mobilité, les voitures que l'on utilise, et également le chauffage. En France en particulier, mais en Europe également, on a effectivement des réglementations qui ont ou qui vont être mises en place pour réduire ces deux pôles d'émissions. En réussissant finalement à migrer l'intégralité du parc automobile sur de l'électrique et à migrer également l'intégralité du chauffage sur de l'électrique, on sera capable d'abattre à peu près 50% des émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, c'est si on ne considère pas finalement aussi le dioxyde de carbone nécessaire pour produire les éléments, etc. Donc c'est uniquement en considérant ce qui ne va pas être produit lors du fonctionnement. Donc on se dit très bien, on va aller sur de l'électrique, mais qu'en est-il finalement de l'utilisation ou en tout cas de la production de l'électrique? Alors il y a deux cas un peu différents finalement. Il y a le cas de la France, dont la production électrique repose quand même essentiellement sur un parc nucléaire, et il y a le cas du Royaume-Uni, mais c'est aussi le cas finalement dans de nombreux pays d'Europe. La France est une exception en Europe. Donc la France finalement, si on regarde la production d'électricité, eh bien uniquement une faible part, on a 8%, qui est émettrice de dioxyde de carbone. Pour autant, on voit que toute cette partie-là, qui consiste en l'hydroélectrique, l'éolien, le solaire, il va falloir quand même qu'elle grossisse pour pouvoir compléter la partie nucléaire. Parce que cette partie-là, finalement, permet de répondre aux variations de consommation que l'on peut avoir en termes de consommation électrique. On a une ligne de base qui est faite par les centrales et puis après on va avoir des oscillations. Le problème, c'est que ces oscillations, donc ces surproductions que l'on peut avoir, ne correspondent pas forcément d'un point de vue temporel au moment où on a besoin de consommer cette électricité, donc il faut qu'on la stocke, et de plus, d'un point de vue localisation, on n'a pas forcément besoin de l'énergie à l'endroit où on l'a produite. Donc il va falloir la transporter. Si je prends maintenant le cas du Royaume-Uni, qui est le cas aussi de nombreux autres pays tels que l'Allemagne par exemple, alors cette fois-ci, donc il n'y a pas la part du nucléaire qui est bien plus importante que le reste, et on voit effectivement que finalement une énorme partie de leur production électrique est émettrice de gaz carbonique. Donc là, ça veut dire qu'il y a une réelle nécessité, malgré des efforts importants qui ont été faits sur le développement des énergies renouvelables, c'est la partie 28% que l'on voit à droite en bas, là, à continuer les efforts, tout en gardant en tête finalement le fait quand même que ce sont des productions d'énergie intermittentes et qu'il va falloir les stocker et également les transporter. D'accord ? Donc ça nous amène finalement
à ce transparent qui illustre le fait qu'on a ici des énergies intermittentes qui peuvent être l'éolien ou le solaire, et que la production d'énergie obtenue par ces systèmes-là doit être stockée dans des vecteurs énergétiques. Les vecteurs énergétiques vont être ensuite donc, stockés, transportés et utilisés. En particulier, ça peut être des vecteurs énergétiques traditionnels tels qu'on les connaît, hein. C'est ce qu'on appelle ici les carburants traditionnels. Donc en fait, on va utiliser l'hydrogène que l'on a produit à partir de ces vecteurs énergétiques, qu'on va mélanger avec par exemple du dioxyde de carbone qu'on a capté dans l'atmosphère pour faire ici des carburants de synthèse qu'on peut utiliser directement, hein, puisqu'on a tous les moyens finalement de distribution qui sont déjà opérationnels. Une autre option, c'est de se dire non, je veux plus d'émissions de dioxyde de carbone délocalisées, comme c'est le cas si jamais j'utilise de l'essence, du kérosène et du diesel. Je veux avoir des vecteurs énergétiques qui sont décarbonés, tout au moins dans leur utilisation. Donc c'est le cas par exemple de ces deux molécules qui ne contiennent pas l'atome carbone, que sont l'hydrogène et l'ammoniac, de formule chimique NH3. Donc c'est ce qu'on appelle finalement des vecteurs énergétiques décarbonés. Alors, est-ce que ce sont les seuls? Non, c'est le but justement de ma présentation. Alors, il me paraissait assez rigolo finalement de revenir un peu en arrière avec le film Retour vers le futur. On a ici Doc Brown qui va pour alimenter en énergie la DeLorean, hein, qui est la voiture qui lui permet de voyager dans le futur, qui va mettre une peau de banane, puis vider une canette de bière, et puis finalement mettre la canette de bière également dans le réservoir. Alors, ça peut paraître effectivement un petit peu étonnant, mais en fait, les métaux sont des éléments qui sont extrêmement réactifs. Une des illustrations les plus anciennes, finalement, c'est l'utilisation de ces métaux dans les feux d'artifice. Je vous ai mis ici les différents métaux qui permettent d'obtenir ces jolies couleurs. On a le strontium, le sodium, le barium, le cuivre, etc., qui nous permettent de colorer finalement les différents feux d'artifice. Alors plus concrètement, en termes de production d'énergie, les particules métalliques sont largement utilisées dans les systèmes propulsifs. En particulier, ici je vous ai mis l'exemple d'Ariane 5, avec les deux boosters latéraux que l'on voit à l'œuvre, qui permettent vraiment le décollage, l'arrachement du véhicule du sol. Alors il y a des propergols qui sont dedans, mais ces propergols, pour pouvoir être encore plus performants, sont enrichis en particules métalliques. C'est des particules d'aluminium qui sont mises dedans avec des quantités massiques qui sont relativement importantes, pour obtenir une poussée encore plus importante. Alors la poussée, c'est quoi? C'est juste l'éjection des gaz brûlés que l'on va produire dans la chambre de combustion, là, dans la tuyère. Le but du jeu, c'est de produire un maximum de gaz à une température la plus importante possible pour obtenir de la poussée. Et les métaux sont des très bons candidats pour aider à ça. Alors, si on compare par rapport à l'hydrogène et l'ammoniac, bien que l'objectif n'est pas de dire que l'un est meilleur que l'autre, l'intérêt que l'on a ici pour les métaux, eh bien finalement c'est leur densité volumique. Vous voyez tous effectivement que l'hydrogène, qui est un carburant gazeux qui est très peu dense, même si on le liquéfie, va être quand même, donc je vous ai représenté ici sur ce bateau, un réservoir qui contient une certaine quantité avec de l'hydrogène liquide, qui contient la même quantité d'énergie avec de l'ammoniac liquide, et qui contient ici la même quantité d'énergie avec un métal, et ici c'est de l'aluminium. D'accord ? Donc on voit effectivement qu'on est capable, à iso quantité d'énergie transportée, d'avoir un encombrement qui est bien moins important. Et ça peut être un point relativement intéressant. Puis derrière, une fois qu'on a transporté cette énergie qu'on a stockée dans les métaux, on va pouvoir l'utiliser dans les différents systèmes qui nécessitent de la haute température, que ce soit l'industrie et ou le transport. Alors, je vous ai parlé d'un vecteur décarboné recyclable. Le fait est que, effectivement, je vous ai montré l'illustration des poudres métalliques qui vont brûler dans les boosters d'Ariane. Donc ça, c'est la partie oxydation qui permet de dégager de la chaleur, qui peut être utilisée et valorisée dans le tissu industriel. Une fois que l'on a oxydé les particules métalliques, on obtient les oxydes métalliques. Une barre de fer qui s'oxyde dans le temps, se transforme en rouille, c'est un oxyde métallique. Donc en fait c'est juste finalement une absorption d'oxygène au niveau de votre métal. Et donc on a ici la poudre métallique oxydée, et finalement ce qui va nous intéresser ici, c'est de se dire que l'énergie en surproduction
au niveau de ces systèmes éoliens et solaires, eh bien, va nous permettre de retransformer cette poudre métallique oxydée en poudre métallique brute. D'accord? Et c'est là, finalement, qu'on a le stockage d'énergie. C'est durant cette phase de réduction du métal oxydé en métal brut. Alors, on peut jeter un petit coup d'œil. Là, ici, je vous ai représenté finalement le tableau périodique des éléments. On voit plein d'éléments. On va faire le tri là-dedans. J'ai enlevé H, j'ai grisé l'hydrogène ici et le carbone parce qu'on va s'intéresser principalement aux métaux. Alors, je vais faire un peu le ménage aussi là-dedans. J'enlève tout ce qui n'est pas réactif. Parce que là, ce qu'on veut quand même, c'est produire finalement de l'énergie à un moment donné, produire de la chaleur. Donc tout ce qui est non réactif, je l'enlève. J'enlève également tout ce qui est toxique, tout ce qui est rare. Il ne faut pas dépendre d'un vecteur énergétique qui est rare. J'enlève tout ce qui va réagir de façon beaucoup trop lente, ce qui ne va pas être intéressant. Mais j'enlève aussi ce qui réagit de façon beaucoup trop rapide, ce qui peut amener finalement à des explosions, à des problèmes de combustion intempestifs. Okay. Et puis, je mets un point d'interrogation ici. Finalement, plus je descends dans le tableau périodique, plus les éléments sont lourds. Ici, on parlait d'un transport avec une énergie par unité de masse. Donc, en première approche, j'enlève tout ce qui est en bas. Mais ça pourra être à rediscuter. Donc, finalement, j'arrive à isoler quelques éléments. Ici, j'en ai 8 que je peux lister par numéro atomique, c'est-à-dire par masse contenue par élément. Et puis, ce qui est intéressant, finalement, c'est de regarder quelle est l'énergie contenue dans ces différents éléments et de la comparer à l'énergie que contiennent des carburants traditionnels que l'on a l'habitude de manipuler. Donc, alors, en abscisse, ici, en bas, c'est donc l'énergie par unité de masse. Donc, 1 kg d'essence, par exemple, va contenir entre 10 et 15 kWh. Et en ordonnée, ici, c'est l'énergie par unité de volume. En fonction du besoin, on peut être contraint par rapport à l'un ou l'autre. Donc, on a ici le diesel, on a l'essence, on a l'éthanol, on a l'hydrogène liquide. Alors, on voit qu'il a une très bonne énergie spécifique en masse, mais par contre, c'est très très mauvais en volume. Ça peut être un frein. Et puis, je vous ai représenté effectivement les métaux. Là, on a des métaux qui sont très bons. L'objectif, finalement, ça serait de parvenir à obtenir un élément qui soit en haut à droite, c'est-à-dire qui contienne une grande quantité d'énergie par volume et une grande quantité d'énergie par unité de masse. Mais on voit quand même que finalement les métaux se comportent extrêmement bien d'un point de vue énergie par unité de volume et de masse, en particulier l'aluminium, le magnésium, le silicium. Pour autant, ce sont des métaux qui sont extrêmement abondants. Bien évidemment, il faut que le choix que l'on va faire soit basé aussi sur des considérations de densité énergétique, bien sûr, mais également sur une abondance, c'est ce dont je viens de vous parler, sur le recyclage. Je vous rappelle quand même que l'objectif n'est pas de rejeter les oxydes métalliques, mais au contraire de les filtrer pour pouvoir les régénérer à un autre endroit. On les stocke, on les transporte, on les régénère et on les ramène. Et puis d'être non toxique et non dangereux. Alors, je me suis prêté à un petit calcul juste pour voir par rapport à l'ensemble des véhicules thermiques que l'on doit recycler d'ici 2035 en France. On a donc 320 millions de véhicules à recycler, ce qui fait que comme les véhicules sont constitués à 75% de métaux et en particulier d'acier et d'aluminium, si je considère uniquement la partie aluminium ici, globalement, et que je m'intéresse à l'énergie produite par l'éolien et le solaire en France, 28 gigawatts, eh bien il faut 2 ans pour recycler cet aluminium. Ensuite, une fois que j'ai recyclé l'aluminium, eh bien si je l'oxyde, si je le brûle, eh bien j'arrive à produire 40% de la consommation annuelle actuelle en pétrole. D'accord? Alors, c'est des ordres de grandeur, mais ça permet de poser un peu quelques chiffres. Alors ici, je vous illustre finalement les différentes voies que l'on peut utiliser pour tirer l'énergie des métaux. En particulier, la voie qui va m'intéresser dans cette présentation, c'est la voie de la réaction du métal avec de l'air. Vous allez voir, je vais vous montrer des vidéos qui vont vous illustrer ça. Donc ce qu'on appelle une combustion directe qui produit énormément de chaleur. Pour autant, il y a d'autres voies extrêmement intéressantes qui sont à l'étude, qui concernent en particulier la réaction du métal avec de l'eau, que ce soit de l'eau sous forme vapeur ou sous forme liquide, puisque finalement le métal va réagir avec l'eau, vous le savez tous, le fer par exemple avec l'humidité, pour produire de la chaleur et de l'hydrogène.
D'accord? Donc ça peut être aussi intéressant. Ça veut dire que je peux transporter un métal pour derrière produire de l'hydrogène via une oxydation avec de l'eau. Ok, je me suis permis ici de vous mettre une petite vidéo qui illustre assez bien finalement le travail qui a été fait. Ce film permettait de situer un peu le projet sur lequel on avait travaillé. On va étendre un peu. Ici, c'était vraiment pour une partie mobilité, finalement utilisation des carburants métalliques pour la mobilité. Depuis, on l'envisage également largement finalement pour des installations stationnaires et en particulier pour rétrofiter des centrales qui fonctionnent au charbon. Je vais vous en parler. Je voulais, en parallèle de ce film, vous apporter des éléments d'information complémentaires sur les processus qui sont mis en jeu. Puis on verra également la partie boucle dont il est question également dans ce film. Alors, dans un premier temps, finalement, vous vous doutez, on ne va pas réussir, vous avez déjà sûrement essayé, ou peut-être, je ne sais pas, mais à brûler finalement un métal sous une forme de barre. C'est très compliqué, on a des pertes thermiques qui sont énormes. Donc ce qu'on est obligé de faire finalement pour pouvoir le brûler correctement, eh bien, c'est d'obtenir des particules micrométriques, telles que celles qui sont illustrées ici, ou celles qui sont également ces mêmes particules que l'on a regardées avec un microscope. On voit l'échelle hein, ici, ça fait 10 microns, donc bah, voilà, on a des particules qui font à peu près 10 microns de diamètre, donc 10 micromètres, hein, c'est 0,01 mm. Alors, pour obtenir ces particules, finalement, on va dépenser une certaine quantité d'énergie. Ça, bien évidemment, hein, c'est pas direct. Alors, on peut le faire par broyage. Finalement, par broyage, c'est assez faible l'énergie que l'on va dépenser, hein, si on compare par rapport à l'énergie contenue dans le matériau. On peut le faire également par d'autres procédés qui vont être un petit peu plus énergivores. Mais ça, c'est à prendre en compte, bien évidemment. Ensuite, si on regarde maintenant comment vont brûler ces particules métalliques. Alors je vous ai mis ici une échelle finalement de la température nécessaire pour pouvoir brûler correctement les différents éléments. À savoir, un carburant gazeux ou un carburant liquide, l'évaporation de ces carburants-là va se faire à relativement basse température. Il faut bien voir que dans la majorité des cas, il va falloir d'abord évaporer, hein, rendre le carburant sous phase vapeur pour pouvoir le brûler correctement avec l'air environnant. Et donc du coup, pour ces carburants gazeux et ces carburants liquides, ça se fait à basse température. Par contre, lorsque l'on va s'intéresser à des métaux, magnésium ici, aluminium, fer, eh bien, il va falloir monter haut en température pour que l'on puisse finalement initier le phénomène de combustion. Alors ça, c'est problématique, mais c'est aussi intéressant. C'est problématique parce que ça veut dire qu'il faut déjà atteindre cette première température, hein, donc il faut une étincelle relativement importante pour pouvoir démarrer le processus. Par contre, c'est intéressant parce que d'un point de vue sécurité, ça veut dire qu'il va falloir une quantité d'énergie relativement importante aussi au départ pour initier le problème. Donc, il y a moins de risques d'explosion à temps fictive. Ici, je vous ai représenté finalement ce qu'on essaye de faire sur un système global, c'est-à-dire qu'on injecte beaucoup de particules et ces particules qui sont injectées ici vont devoir finalement réagir, donc monter en température pour pouvoir réagir avec l'oxygène de l'air. Et on a vu, hein, il faut d'abord qu'elle se transforme en liquide, puis peut-être en vapeur pour pouvoir réagir correctement. Donc je vous ai représenté hein, ces particules qui commencent à réagir ici progressivement. Alors j'ai quelques petites vidéos pour vous illustrer ce phénomène et une des difficultés sur laquelle je voulais revenir quand même initialement, c'est que naturellement une particule d'aluminium eh bien, ne va pas brûler. Aluminium, magnésium peuvent ou fer. Pourquoi? Parce qu'elle va directement s'oxyder, c'est-à-dire qu'il y a une très fine couche d'oxyde qui va la recouvrir et qui va empêcher toute réaction avec l'oxygène de l'air. D'accord? Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire aussi qu'on inerte complètement finalement le matériau que l'on souhaite derrière brûler. Par contre, il va falloir qu'on arrive à casser cette couche pour déclencher la réaction. Donc ici, c'est une petite particule qui fait 150 microns dans une ambiance à 10 bars. Vous allez voir en fait que cette particule est recouverte d'une couche protectrice qui va fondre. Donc la particule fond, la couche protectrice fond aussi. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Hop, elle fond. Et puis derrière, eh bien, le phénomène de réaction exothermique hein, qui produit beaucoup de chaleur va pouvoir se mettre en place. D'accord ?
Donc, une fois que l'on a atteint les conditions pour que la réaction se mette en place, à ce moment-là, on a deux configurations. Donc, on a réussi à casser la couche d'oxyde, le métal est en contact avec l'oxygène de l'air, et donc, on a deux conditions. Soit finalement, ici je vous ai fait une représentation schématique, la réaction qui va avoir entre le métal et l'oxygène vous donne une certaine température. Si vous avez une bougie, vous pouvez mettre un thermocouple à l'intérieur, vous pouvez mettre une mesure de température dans votre bougie et vous verrez la température que vous avez. Pareil sur votre gazinière. Et vous serez surpris, vous aurez des températures qui sont autour de 2000 degrés par exemple. Donc c'est relativement chaud. Ici, sur ces flammes métalliques, ce qui est important finalement, c'est la température aussi que l'on va avoir liée à la réaction et qu'on la compare à la température nécessaire pour évaporer le métal. En gros, si on parvient à évaporer le métal, eh bien, on va pouvoir réagir ici autour de la particule. Donc c'est ce qu'on a sur cette vidéo en particulier, où vous voyez effectivement la particule qui va être fondue, et puis derrière, qui va brûler. Ce qu'on voit ici, c'est la flamme autour, qui va brûler avec l'oxygène de l'air. Donc là, c'est une petite particule d'aluminium de 75 microns qui brûle dans l'air, et qui brûle très très bien. Par contre, il se peut que j'ai des conditions pour lesquelles, finalement, je ne parviens pas à atteindre la température à laquelle le métal va s'évaporer, mais je peux quand même avoir des réactions de surface. C'est ce qu'on voit ici. On a des réactions qui se passent en surface et qui permettent quand même un dégagement de chaleur. Alors, nous, on s'intéresse finalement à comprendre cette phénoménologie pour la mettre finalement derrière en application sur un système beaucoup plus complexe qui va nous intéresser dans le milieu industriel, c'est-à-dire un brûleur. Au final, ce qu'on veut, c'est produire de la chaleur. Alors pour ce faire, on a mis en place un brûleur. Alors qu'est-ce que c'est un brûleur? Eh bien finalement, c'est juste un tube. Alors on a un profil ici qui nous permet d'avoir une vitesse assez constante en sortie, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on fait circuler de l'air ici, et cet air va être ensemencé, il va contenir beaucoup de petites particules métalliques. Et puis on va essayer d'enflammer en sortie pour voir ce qui peut se passer. Alors, c'est ce que l'on a fait ici. Je vous montre ici par exemple, où on a l'écoulement de particules métalliques qui sort ici du brûleur et qui va permettre finalement la mise en place d'une zone de réaction. Donc finalement, ici, chacune des petites particules brûle avec l'air environnant et forme cette zone de réaction. Alors vous voyez, c'est une zone de réaction extrêmement intense. On va voir quelles sont les températures qui sont mises en jeu dans cette zone de réaction. On voit les particules qui sortent avec le débit d'air sur votre brûleur. Et donc là, concrètement, on a été capable de mettre en place un système qui produit une quantité de chaleur importante, maîtrisée, en fonction de la quantité de particules que l'on injecte. Et puis, lorsque l'on arrête finalement l'éjection de particules métalliques en sortie, eh bien, on parvient à stopper la flamme. Alors, il va falloir maintenant qu'on arrive à caractériser quand même un petit peu cette réaction. D'un point de vue stabilisation, alors généralement, on travaille, nous, avec ce qu'on appelle la vitesse de flamme. C'est, vous avez un tube que vous remplissez avec un écoulement d'air et des petites particules, et puis vous essayez d'allumer un bout, et vous regardez à quelle vitesse, finalement, vous allez consommer votre mélange. C'est cette vitesse-là qui nous intéresse, parce que c'est celle qui va permettre de stabiliser la flamme en sortie. Et donc, on a des vitesses de flamme qui sont très similaires finalement à celles que l'on a pour les hydrocarbures que l'on utilise tous les jours, que sont l'essence et le diesel par exemple, ou même pour le gaz naturel. Donc ça veut dire que d'un point de vue comportement, on est très similaire à ce qui existe déjà sur les hydrocarbures standards. Après, en termes de température, on a fait des mesures pour connaître la température à laquelle les températures qui étaient mises en jeu dans la zone de flamme, et on s'aperçoit que là par contre, on a des températures qui sont extrêmement importantes. On est autour de 3000-3200 Kelvin. Donc par rapport aux 2000 degrés que l'on peut avoir dans les flammes dans votre moteur par exemple, ou sur votre gazinière, on est quand même bien au-dessus. Ce qui explique aussi pourquoi on a autant de rayonnement. La flamme est autant lumineuse.
Alors, dans le cadre du projet dont je vous parle ici, à Orléans, on a travaillé sur la partie aluminium, les poudres d'aluminium. On a des collègues à Mulhouse qui ont travaillé sur les poudres de magnésium et qui ont essayé, eux, de voir quelles étaient les émissions de polluants en sortie, à la fois les oxydes d'azote, qui sont des polluants réglementés sur n'importe quel véhicule, et également comment sont les poudres métalliques, les poudres d'oxyde, parce que vous avez bien vu que les métaux que l'on brûle à l'entrée se transforment en oxyde que l'on veut récupérer pour faire la boucle. Et donc, quelle est la morphologie et quelles sont les tailles de ces oxydes métalliques? Alors, c'est ce qu'ils ont fait ici sur ce prototype. Vous voyez là une flamme, encore, donc c'est une flamme de magnésium avec de l'air, qui est extrêmement lumineuse, encore une fois. Et donc, ils ont mesuré les oxydes d'azote en sortie. Je vous épargne ici les unités, mais finalement, on se réfère par rapport à ce qui est actuellement réglementé pour les véhicules essence, avec la valeur minimale et la valeur maximale ici. Et donc, on a des conditions pour lesquelles on parvient à baisser suffisamment la production des oxydes d'azote. Alors, on était un peu craintif, parce que la production de ces oxydes d'azote est très liée à la température. Vous avez vu, on a des températures mises en jeu qui sont très importantes, donc on craignait un petit peu. Pour autant, on a des éléments ici de satisfaction qui nous rassurent globalement par rapport à cette problématique. En ce qui concerne les oxydes produits, vous avez des illustrations ici. Donc là, ça c'est une image obtenue par microscopie électronique à transmission de magnésie. Donc vous voyez l'échelle ici de 200 nanomètres. Donc on arrive à former finalement, une fois qu'on a brûlé les particules de magnésium, des cristaux, des petits cristaux de magnésie qui font quelques centaines de nanomètres, mais qui ont le bon goût finalement de venir s'agglomérer et qui permettent une filtration assez aisée. De même, pour la partie aluminium, on a récolté donc les produits de combustion qu'on a analysés. Alors, on a obtenu plusieurs informations par rapport à ça. Un, sur leur morphologie, et on voit des sphères, donc c'est des petites sphères d'alumine. L'échelle est ici également, 500 nanomètres, donc on a quelques centaines de nanomètres qui ont également le beau goût finalement de venir s'agglomérer. Elles sont très électrostatiques, ce qui fait qu'elles s'agglomèrent en gros paquets, donc ça permet une filtration très facile. Et puis, on est allé plus loin dans l'analyse. Ce qu'on a voulu savoir, finalement, c'est si on était capable de brûler tout ce qu'on injectait. En particulier, est-ce qu'il restait de l'aluminium en sortie ou est-ce qu'on a eu finalement que de l'alumine? Et donc, c'est ce qu'on a regardé. On a analysé donc la composition de ces particules-là et la quantité d'aluminium et d'oxygène qu'elles contiennent. Et on a retrouvé effectivement le fait que, c'est uniquement de l'alumine. Donc, on parvient à transformer complètement l'aluminium que l'on injecte initialement en alumine, ce qui est également intéressant pour nous. Alors maintenant, on en vient à la partie recyclage que vous avez vu sur le four solaire d'Odeio, qui nous intéresse, puisque une fois qu'on a réussi à capter ces particules en sortie, ces particules d'oxyde métallique en sortie de notre système, donc on a produit l'énergie, on l'a valorisée par rapport à notre besoin, on récupère les particules, on les stocke et on les ramène au four solaire ou à un endroit où il y a du soleil pour pouvoir les recycler. Et donc, on va voir finalement qu'est-ce qu'on parvient à obtenir. Donc, l'avantage du four solaire, c'est qu'il concentre finalement l'énergie sur l'échantillon et donc qui permet une montée en température. Il permet donc d'évaporer finalement le matériau que l'on a mis, soit de la magnésie, soit de l'alumine, les oxydes métalliques, et puis donc une séparation de l'oxygène d'un côté et puis du métal de l'autre côté. C'est ce qui nous intéresse, et nous, ce qu'on va récupérer finalement, c'est le métal, c'est ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un lot commercial, on a acheté de la magnésie dans le commerce, et puis on a essayé de la traiter comme ça, en la chauffant, et on s'est aperçu qu'on était capable, en jouant sur les différents paramètres, de retransformer cette magnésie via un chauffage solaire en magnésium, avec un taux de conversion d'environ 95%. Alors, c'est bon, mais ça veut dire quand même qu'il y a 5% qu'on n'arrive pas à transformer. Donc là, il y a encore du travail qui est nécessaire. Et puis, il fallait quand même finalement aller plus loin dans le cadre du projet. Donc, il y a les poudres qui ont été produites réellement en sortie des brûleurs que je vous ai montrés avant, qu'on a envoyés à Odeio et qui ont été également recyclés comme ça, avec des taux de conversion qui sont légèrement inférieurs, mais tout de même relativement intéressants, à 91%.
on arrive finalement là à réobtenir les métaux initiaux. Reste à voir s'ils brûlent. On a fait la même chose pour l'alumine, avec des taux de conversion qui sont un peu moins bons. Et là, étonnamment, on obtient des taux de conversion meilleurs avec l'alumine que l'on a obtenu en sortie de notre brûleur, en comparaison avec l'alumine que l'on avait acheté dans le commerce. Alors, vous l'avez compris, la question subsidiaire, c'est finalement de se dire, est-ce que ce qu'on a produit ici, suite à la réduction, on va être capable de le rebrûler, pour vraiment boucler la boucle. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc on a pris les produits de magnésium qui étaient obtenus en sortie et donc on les a mis sur le système que je vous ai montré tout à l'heure. On a chauffé cette particule et derrière on a été capable de la rebrûler intégralement. Ce qui montre finalement la possibilité ici de cette boucle, en tout cas la viabilité. Et la même chose pour l'aluminium. Pour l'aluminium, on voit un agglomérat de particules qui va fondre et la particule va pouvoir brûler également dans un environnement d'air sans problème. Alors j'en arrive aux conclusions et aux perspectives. Je vous ai présenté ici un vecteur énergétique, c'est un vecteur énergétique et non un carburant, décarboné, recyclable. On a fait effectivement plusieurs démonstrations du fait qu'on était capable, 1, de le brûler, 2, de le recycler, puis de le rebrûler. C'est des vecteurs énergétiques qui ont des densités énergétiques extrêmement importantes en comparaison avec d'autres, donc ça peut être très intéressant, qui sont abondants. L'abondance finalement c'est important, mais il faut bien voir que le concept est basé sur un recyclage complet du métal que l'on met initialement dans le cycle. Donc normalement, il faut peu aller chercher dans les ressources. En particulier, l'utilisation qu'on en voit actuellement, et je vais vous montrer des collègues en Europe qui travaillent beaucoup là-dessus, c'est l'utilisation de poudre métallique pour les centrales électriques au charbon ou celles alimentées par la biomasse, pour éviter en particulier les émissions de gaz à effet de serre dans ces cas-là. Rappelez-vous, au niveau du bilan de l'Angleterre, une grosse partie de la production électrique était basée sur les centrales charbon ou biomasse. Donc elles peuvent être utilisées directement pour des applications de chauffage ou pour produire de l'énergie mécanique ou électrique, mais bien évidemment, tout cela nécessite encore du travail. Alors, je voulais juste terminer en vous montrant ici deux études qui ont été faites, en particulier donc à l'université technique de Eindhoven, aux Pays-Bas, et puis ici à l'université technique de Darmstadt en Allemagne. Donc, c'est des universités qui ont obtenu des financements très importants donc de l'Europe et également de leur région, pour essayer de mettre en place ce projet avec comme vecteur énergétique le fer. En particulier donc pour pouvoir essayer de remplacer l'utilisation donc de la biomasse et du charbon dans les centrales de production d'énergie. Et puis ici, un des premiers démonstrateurs qui a été mis en place pour produire en particulier de la vapeur, qui utilise donc des particules de fer, donc c'est un démonstrateur de 100 kW, et bon, pour la petite histoire, en fait, il équipe une brasserie et il est capable de produire 15 millions de bières à l'année. Voilà, je vous remercie pour votre attention.